Bienvenue dans le 4e épisode de podcast, le podcast de la web BD. Je suis Jackpot. Et je suis Ia. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un sujet important, copieux. le scénario. Donc ça va peut-être être un épisode un peu long, on s'excuse par avance, mais on avait beaucoup de choses à dire. Désolé pas des os. Des os, tout à fait. Donc on va pas se mentir, le scénario c'est important. Voilà. Autant on pouvait vous dire sur le style ou même sur votre niveau de dessin que c'était pas si important que ça, le scénario quand même. C'est quand même un petit peu le centre vraiment de votre webcomic parce que un webcomic c'est un art narratif, donc c'est vraiment une histoire. C'est vraiment ce qu'on va retenir de votre webcomic, c'est l'histoire. Donc comme c'est un sujet très vaste qui aurait bien mérité son propre podcast à lui tout seul, on va rester un petit peu plus général. On va essayer de vous donner quelques conseils et on a décidé de diviser, on avait beaucoup de choses à dire, donc on vous fera un deuxième épisode qui portera sur un aspect plus spécifique. Ouais. Voilà. Donc on commence tout de suite. Alors Yia, raconte-nous, comment tu as eu l'idée de Fangs and Fright ? Alors, l'idée en elle-même, ça avait démarré avec des dessins, et en particulier les dessins de mes personnages. Donc les personnages qui sont arrivés en premier, c'est sans surprise Nathan, mon personnage principal, que je dessinais à l'époque en binôme avec un autre personnage qui n'a pas encore fait son apparition dans la BD. Oh, teaser. Oh là là. Je vais pas en dire beaucoup non, plus. Ne te spoil pas. Ouais, du coup, pour moi, le point de départ de l'écriture de mon scénario, en fait, c'était la création de personnages. Et c'est souvent comme ça que je fonctionne. Pour à peu près toutes les histoires que j'ai d'abord des personnages qui me viennent en tête, parce que j'adore créer des personnages. Et de fait, pour Fangs and Frights, donc j'ai créé ces personnages-là, je me suis attachée à eux, j'ai commencé à leur écrire une histoire, et 15 millions d'autres personnages ont popé spontanément autour d'eux. Et en fait, la difficulté qu'il y avait, c'était qu'il fallait que je fasse de l'élagage dans tous ces personnages qui étaient tous sympas, qui avaient tous du potentiel, mais tous n'avaient pas leur place dans cette histoire. Parce que sinon, ça devenait plus une histoire, c'était juste un zoo. Un catalogue de personnages. Un catalogue, voilà. Oui. Donc tu avais surtout des personnages, et du coup, comment est-ce que tu as commencé à en faire vraiment une histoire ? Alors, la consolidation de l'écriture en elle-même, pour moi, elle est toujours en cours. Ça fait 2 ans que ma BD, elle est publiée quasiment. 1 an et demi plutôt, mais ça fait 2 ans qu'elle est en cours d'écriture, on va dire, pure et dure. Et donc l'écriture, c'est toujours un process qui est... Ça finit jamais jusqu'au moment où on a posé le crayon pour faire la dernière page, en fait. Oui. C'était un démarrage un peu foutraque où j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai appris à avoir un peu moins de pitié pour tailler dans l'art. Ah ouais. Ouais. C'était dur. Et du coup, est-ce que tu as gardé la même façon de fonctionner qu'au début ? Du coup, ça a évolué en fait. Oui, heureusement, parce que heureusement que je fonctionne plus comme avant. Maintenant, je suis beaucoup plus organisée et grâce à toutes ces erreurs que j'ai faites où j'avais envie de mettre tout ce que j'aimais bien en fait dedans. Et il a fallu, il a fallu utiliser un entonnoir un petit peu pour définir quel était plus précisément le ton et l'ambiance et le propos de l'histoire. Mais tout ça, ça s'est fait un peu de façon... Enfin, j'ai dû beaucoup réfléchir dessus, mais ça s'est fait un petit peu de façon organique au fur et à mesure que je voyais quelles étaient les choses qui se dégageaient le plus, en fait. Quelles étaient les choses qui m'intéressaient le plus, les choses que j'avais le plus envie de dire. Et au fur et à mesure, j'ai fait du tri comme ça, où j'ai mis sur le côté ce qui sortait un peu de ces rails-là. Et donc, voilà, une fois que j'ai compris quel était le ton et les limites de mon univers, ça a été plus facile de trier. Donc je crois que j'ai déjà évoqué le ton précédemment quand je parlais de Full Metal Alchemist dans un épisode précédent, où je disais que ce que j'aime bien dans Full Metal, c'est que il y a beaucoup de tons qui peuvent se mélanger, mais en fait c'est dosé de façon très spécifique. C'est-à-dire il y a des moments où c'est approprié de mettre de la comédie alors que l'histoire elle est plutôt dramatique, des moments où il y a de l'action, des moments où il y a beaucoup de tristesse. Et c'est pas exactement de ça dont je veux parler quand je parle du ton là, c'est vraiment... c'est pas facile à définir, mais c'est plus propre à quel est le propos de cet univers. Qu'est-ce qui fait que c'est pas... est-ce que ce serait bizarre que dans mon univers, qui est un univers de fantaisie urbaine, tout d'un coup il y ait des extraterrestres ? D'accord, ouais. Voilà, oui, ce serait bizarre. Même si de base j'avais un peu envie d'explorer plein de trucs d'un coup, je trouve que c'est mieux de restreindre son propos et d'adapter, quitte à faire plusieurs petites histoires plus tard. Oui, c'est ça, c'est que les trucs que tu supprimes, rien ne t'empêche plus tard d'en faire d'autres histoires. En fait. Exactement, c'est pas perdu, ça a existé, c'est dans vos cartons, vous les aurez sous la main pour plus tard éventuellement. Mais aussi, quand on choisit un couloir de progression plus étroit pour son histoire, ça la rend en fait plus mémorable. Parce qu'elle a des éléments plus spécifiques et plus identifiables qui y sont rattachés.
Et donc voilà, pour en arriver à la phase comment je suis organisée à l'heure actuelle pour écrire mon scénario, ça se pose comme ça. Donc j'ai mes personnages, je sais quelle va être leur évolution, surtout mon personnage principal, puisque c'est lui Le moteur de l'histoire. le moteur de l'histoire. Et surtout, je connais le début de mon histoire, je connais la fin de mon histoire, et je connais quelques points clés, notamment le point de basculement de l'intrigue. Et moi, je fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire j'établis mes points clés que je vais semer sur mon petit chemin scénaristique, et après, c'est un peu plus freestyle pour aller d'un point à un autre. Tu fais des points à relier. Des points à relier, exactement. Ces points à relier, ils se font en suivant la ligne directrice que va être l'évolution de l'intrigue, l'évolution des personnages. Donc voilà, il faut remplir les trous. Et pour faire ça, ce que je fais, c'est que je fais régulièrement des espèces de fiches, des listes sur chaque élément que je connais de mon histoire. Donc chaque personnage, chaque point de l'intrigue, chaque objet important, chaque T'as des lieu. fiches carrément, quoi. Pas Des petites exactement. fiches Bristol. Non, en fait, je dis des fiches, mais ça va plus être... un jour, ça va me prendre... Je vais prendre 15 000 notes dans un carnet de croquis, mais ça va pas... Ça se présente pas sous forme de fiches à consulter. Ah ouais, moi je voyais vraiment les fiches. Non, D'accord. j'ai pas encore atteint le stade de la fiche Bristol, mais j'aurais peut-être dû parce qu'il y a des fois où je me dis tiens j'avais écrit ça à un moment, je sais plus où c'est, donc je me retrouve à compulser 15 carnets de croquis parce que j'en consomme des tonnes. Mais bref, non, c'est des fiches métaphoriques. D'accord. Donc j'écris j'écris tout ça, je fais mes listes de tout ce que je sais sur chaque élément, je récapitule tout, je vois s'il y a des choses qui ont changé, s'il y a des choses qui maintenant m'accrochent plus qu'avant, et je fais des choix. Je me relis, je laisse passer du temps, je recommence le processus, ainsi de suite, jusqu'à ce que petit à petit ça s'élague un petit peu tout seul ou que ça se précise un peu tout seul. Donc c'est très long en fait, c'est très long parce que ça implique de laisser passer beaucoup de temps pour avoir le recul critique qu'il faut pour faire ça, et puis même l'écriture en soi de faire 15 000 listes. J'adore faire des listes, hein, ça me fait kiffer, mais c'est long aussi. D'accord. Je repasse aussi beaucoup de choses dans ma tête pour jouer différents scénarios, pour voir si telle chose se passe ainsi, est-ce que c'est plus intéressant ou pas que ça se passe différemment, et qu'est-ce que ça implique dans les deux cas. Donc c'est un petit théâtre intérieur pour visualiser tout ça. Et c'est très frustrant comme façon de procéder parce que ça donne l'impression qu'on travaille pas alors qu'on a le cerveau qui fonctionne à 100 à l'heure parce qu'il n'y a rien de concret qui se dégage dans le moment. Bah, mais... C'est la réflexion quoi, voilà. C'est de la R&D. Exactement. Et c'est pour ça que les petites listes qui arrivent plus tard, elles servent à récapituler un petit peu tout ce qu'on a retenu de ce qu'on aura pu visualiser dans notre petit théâtre intérieur. Et aussi, évidemment, je vais raconter mes dernières versions d'histoire à une pote qui est une confidente. Coucou, si tu te reconnais. Tu n'écouteras peut-être pas ce podcast, mais... Oui, donc tu as une personne qui... Voilà. Tu as une bêta lectrice. J'ai une bêta auditrice plutôt, oui. À laquelle je raconte ça, et qui voit pas du tout les scénars de la même façon que moi, donc elle me fait des retours très pertinents. Ouais. Parce qu'elle me dit des choses auxquelles j'aurais jamais pensé, parce qu'on vit pas ce genre de choses. C'est super intéressant ça, d'avoir une personne qui peut un regard extérieur. Ouais, exactement. Pour avoir du recul critique, il faut soit laisser passer du temps, soit avoir un regard extérieur. Mais le regard extérieur, ça a cet avantage-là que c'est pas vous, c'est des gens qui ont un cerveau différent et qui vont pouvoir donner des conseils auxquels vous auriez jamais pu penser, même en ayant laissé passer du temps. Et donc, une fois que tout ça c'est fait, je vais préciser mon histoire, pas exactement arc par arc, parce que je sais pas si c'est comme ça que je fonctionne, mais tronçon, segment d'histoire par segment d'histoire. Un peu, tes chapitres en fait. Ouais, pas encore. Ah, d'accord. C'est un peu plus... général que ça, ouais. C'est plutôt de moment clé en moment clé que de chapitre en chapitre. Okay, Les chapitres, ça arrive après. Et donc, chaque tronçon comme ça, je vais ensuite les diviser en chapitres. Et ensuite, le chapitre fait l'objet d'un script. Et rebelote, pour chaque tronçon, je fais une liste pour savoir précisément où ça commence, où ça finit, et toutes les choses qui doivent arriver dans ce tronçon d'histoire. Et aussi, qu'est-ce que l'audience a besoin de savoir pour planter des graines de ce qui va se passer ensuite. De ce qui peut se passer ensuite, ou des choses comme ça. Dans quel ordre j'organise, et une fois que je suis satisfaite un petit peu de tout ce que j'ai fait, là, je découpe mes tronçons d'histoire en chapitres. D'accord. Voilà, c'est très progressif en fait. Ouais, c'est très progressif. C'est du général au particulier, quoi. C'est ça. Et puis après, idem pour chaque chapitre, je fais la liste de tout ce qui doit y figurer, et à partir de là, on passe au script en lui-même, où je décris vraiment par papier, et là je fais vraiment des fiches sur ordinateur, avec description des actions et des dialogues, et donc c'est ce qui va me servir ensuite. Tu fais page par page, est-ce que tu fais, parce qu'il y a des scénarios qui fonctionnent... Je fais pas page par page, parce que je préfère fonctionner visuellement, je préfère marquer tous mes dialogues, me dire, ok, à partir de tel moment, une fois que j'ai tout écrit, que j'ai pas découpé dans le script, je me dis, ok, à partir de tel moment, je pense que ça peut faire une bonne fin de page. Et je vois si, quand je dessine en fait mes thumbnails,
ça fonctionne, D'accord, ou tu si je réadaptes en modifie à ce fonction, ouais. moment-là. Ok, ouais. Voilà. D'accord. Donc voilà, comme tu disais, c'est très progressif tout ça, et je fais beaucoup de découpage et de découpage en parties et en sous-parties. Et c'est vrai que j'aimais bien faire des dissertations au lycée. Je fais partie de ces gens-là. De toute façon, t'as une approche très rationnelle quand même. Voilà, Hein. et j'aime faire des listes et tout ça, et donc... Mais du coup, ça semble efficace. Voilà, mais bah je sais pas. On verra ce que donne mon histoire quand elle sera finie. Ouais. Mais en tout cas, j'aime bien fonctionner comme ça, et ça m'aide à avoir un chemin à suivre Ouais. aussi. Ouais, t'es bien balisé, et, Voilà. Donc, ça te fait un cadre, quoi. ouais. Mais en vrai, la façon dont je vois beaucoup l'écriture, c'est que comme on n'a jamais entièrement son scénario de fait jusqu'au moment où je disais on a fini de poser le crayon, la page. bah, je vois un peu ça comme si on était en train d'assembler un puzzle qui doit être cohérent et homogène, mais qu'on est en train de créer les pièces du puzzle en même temps, tu vois. Donc c'est là qu'est la difficulté, c'est de créer une pièce qui s'emboîte et qui, en même temps, le dessin il correspond au dessin général. D'accord, enfin, je sais pas comment exprimer ma métaphore, mais... Enfin voilà, c'est belle chaud. métaphore, ce puzzle. On se souviendra. Et toi, alors, Jackpot, raconte-nous un peu comment l'écriture de Jo a commencé. Alors, donc Jo, ce qui est la particularité de Jo, c'est qu'on est deux. Donc il y a moi qui dessine et Soyuz qui écrit. Donc je ne fais pas d'écriture à proprement parler. Par contre, c'est moi qui ai eu l'idée. En fait, de Jo, à la base, c'était mon projet, enfin, entre guillemets. J'avais le personnage de Jo. Alors il faut savoir que moi j'ai une relation très compliquée avec l'inspiration. Je fais pas partie des artistes qui ont tellement d'idées qu'ils n'ont pas assez de temps dans leur vie pour toutes les concrétiser. Moi c'est complètement le contraire. J'ai une muse qui est quelque part dans les limbes et qui de temps en temps décide de me visiter, mais ça va être vraiment une fois tous les 10 ans. Ça peut être très très espacé. Ouais, quand elle a besoin de sucre, elle vient te voir. C'est ça, exactement. Et donc il y a très longtemps, ma muse m'a visité, m'a donné l'idée du personnage de Jo, donc j'ai vraiment dessiné Jo, le personnage, quoi. Et puis après elle est repartie, et j'avais juste ce personnage, je savais pas quoi en faire, très concrètement. Jusqu'à ce que beaucoup d'années passent, et que tout d'un coup, je me rende compte que en fait, j'aimais le genre western, que j'ai toujours aimé le genre western, et que je me suis jamais dit, et pourquoi je ferais pas un western? Et tout d'un coup, j'étais là, bah oui, pourquoi? Et voilà, donc à ce moment-là, j'ai commencé à redessiner ce personnage en mode western. Je me faisais pas trop de pression, je juste la dessinais comme ça, et en fait les idées sont arrivées un peu petit à petit, mais par le dessin, c'est-à-dire que... et aussi parce que je me suis rendu compte que ce que j'aimais beaucoup, c'était la débilité. Plus une idée est débile, et plus elle va me plaire. Donc par exemple, un jour je me souviens que j'ai dessiné Jo sur son cheval, parce que voilà, c'est une cocker, donc elle est sur un cheval, et puis le cheval, c'était vraiment un cheval standard, aléatoire, et en le dessinant, je me dis, oh là là, j'ai pas envie de me casser la tête à faire un chara-design de cheval, je fais juste le cheval le plus random qui soit, et je me suis dit, ah mais je vais l'appeler random, puisque c'est un cheval random. Ah, mais puisque c'est un cheval random, il pourrait avoir une robe aléatoire aussi, ce serait génial, comme ça j'aurais pas à m'emmerder, à me rappeler de comment il est, de quelle couleur il est, c'est du génie. Voilà. Voilà comment les idées sont arrivées de mon côté. Comment incorporer la paresse. Exactement, c'est ce que tu disais, voilà. Oui. Et donc tout de suite ça me plaît, le côté un peu débile et un peu méta aussi. Et ma muse m'a à nouveau visité à ce moment-là aussi, très gracieusement de sa part. Je me souviens très précisément que j'étais en vacances en Crète, figurez-vous, j'étais au bord d'une piscine, je regardais le ciel étoilé, c'est vraiment un pur cliché, hein. Et tout d'un coup je me suis dit, ah mais elle pourrait vivre dans un ranch avec des vaches qui ont des pouvoirs complètement débiles parce que son ranch est construit sur une faille spatio-temporelle. Oh, mais oui, évidemment. C'est complètement stupide, j'adore. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Voilà. Et ensuite ma muse est repartie, merci à elle. Donc j'avais les idées, moi, elles viennent quand elles veulent et par le dessin. Globalement, il faut que ce soit stupide. Si c'est stupide, ça me va. Et du coup, comme je savais que l'écriture c'était pas ce que je savais faire, je me suis dit je vais chercher quelqu'un avec qui collaborer. Je vais chercher une personne qui va pouvoir écrire. Oui, et donc Soyuz, comment elle est arrivée là-dedans? Tu la connaissais déjà? Ça s'est passé comment? Ouais, alors c'est un hasard total. C'est vraiment, on a eu une chance incroyable. En fait, on se connaissait déjà. On se connaissait du Fanzina depuis quelques années, des forums internet liés au Fanzina. Et elle, je savais qu'elle faisait son webcomic coaching, dont on a déjà parlé, qu'on a déjà évoqué, que j'avais bien aimé. Mais elle faisait pas spécialement de western, hein, c'était pas du tout son genre a priori. Et en fait, comme je commençais à y réfléchir, à en parler un peu autour de moi, je me souviens d'une amie qui m'a dit, pourquoi tu proposerais pas à Soyuz? Et je me suis dit, ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Et donc ça s'est fait comme ça, je l'ai envoyé en lui demandant, et elle m'a répondu oui tout de suite, et ça s'est fait vraiment comme ça, le hasard, quoi. Et
Et le hasard était très heureux puisque notre collaboration s'est tout de suite très bien passée. On a vraiment, Ça a cliqué. ça a cliqué vraiment tout de suite entre nous. On se trouve que par un pur hasard, on avait les profils qui vont bien ensemble. C'est-à-dire que elle, ce qu'elle aime faire, c'est ce que moi, j'aime pas faire, et on se complète super bien, quoi. Trop bien. Donc vraiment, c'est la chance. Je peux malheureusement pas vous donner de conseils sur comment trouver un scénariste ou une scénariste. Moi, j'ai juste eu de la chance. Et donc, en termes d'écriture et de collaboration sur le scénar de Joe, votre binôme, il fonctionne comment? Alors, j'attends que Soyuz fasse tout le boulot. J'ai les pieds en éventail au bord de ma piscine, et voilà, c'est très pratique. Au pied de ta piscine en Crète. Voilà, c'est ça. Non, en fait, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on fait un brainstorming IRL, on se voit. Et on parle de qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc on échange vraiment de manière très informelle. Et s'il se passait ci, et s'il se passait ça, nos idées se rebondissent un peu les unes sur les autres. Donc là, c'est des moments où j'essaie de pas me censurer. J'essaie de vraiment dire tout ce qui me passe par la tête. Et justement, plus c'est débile, plus ça va me plaire. Donc comme ça, en général, on arrive à dégager un petit peu ce qu'on veut qu'il se passe. Ensuite, on fait un récapitulatif écrit de tout ça. Après, Soyuz écrit le strip, en fait. Donc comme vous le savez, nous, on écrivait au fur et à mesure. Enfin, au début, on écrivait vraiment strip par strip, donc elle écrivait, elle m'envoyait. On négociait les points où on n'était pas trop d'accord, où je disais là, peut-être qu'on pourrait plus comme ci, mais vraiment de manière très, enfin vraiment au jour le jour. Hein. Et ensuite, on valide et je dessine. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a surtout construit notre histoire autour de ce que je disais, les idées un peu débiles, ou les clichés. Par exemple, les aliens qui enlèvent les vaches, c'est un peu un gros cliché. Et en fait, nous, ça nous fait rire un peu au second degré. Donc on a un peu essayé de bâtir notre histoire là-dessus. Et ce qui est rigolo, c'est que, pour vous dire à quel point on n'avait vraiment rien prévu au niveau de l'écriture, hein, c'est pas du tout comme toi où c'était hyper rationnel, nous c'était vraiment genre, oh vas-y, on écrit, c'est rigolo. Ça l'était pas au départ. Hein, ouais, mais avant de te lancer, t'avais quand même pas mal de matière. J'avais ma fin. Ma fin, elle est là depuis tout. C'est ça, nous, pas du tout. Et l'anecdote, c'est que dans la première version du premier strip de Joe, Soyuz avait écrit Joe descend un alien. Littéralement, c'est écrit comme ça. Et au moment où je l'ai découpé, j'arrivais pas trop à l'imaginer. En fait, je trouvais que c'était violent. Je trouvais que ça collait pas trop avec ce qu'on voulait faire, un truc un peu léger, un peu rigolo. Et du coup, je me suis dit, tiens, elle a qu'à tirer sur la soucoupe et la soucoupe s'écrase. C'est plus rigolo, c'est plus visuel, c'est plus absurde. Donc j'ai fait ça comme ça. Et de ce choix-là, ce qui en a découlé, c'est ouf. Parce que du coup, on a construit toute notre histoire. Si elle avait descendu l'alien vraiment, ça aurait été très très différent. Ça aurait rien eu à voir avec le côté, en fait, finalement, les aliens, ils sont plutôt sympas et tout ça. On l'a échappé belle. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début du webcomic, on a surtout fait ce qu'on appelle les jardinières. C'est-à-dire qu'on a planté plein d'idées. On a vraiment semé des trucs sans trop savoir ce qu'on allait en faire. Au fur et à mesure de chaque strip, on incrémentait notre univers. La stagiaire, la ville à côté, la shérif. Ça s'est agrandi petit à petit. Voilà, ça s'est agrandi petit à petit, mais on savait pas spécialement ce qu'on voulait en faire. Et en fait, plus ça allait, plus on a commencé à construire, à faire ce qu'on appelle les architectes. C'est-à-dire vraiment réfléchir plus à un scénario un peu plus classique où il y a un point de départ, un élément déclencheur, un développement et une résolution. Et je sais que aussi on était assez embêtés. On avait aussi le retour du public au direct qui nous permettait de voir des fois ce que les gens comprenaient ou pas, ce qui nous a un peu aussi aiguillonnés. Et surtout, au début, on savait pas trop ce qu'on allait faire sur le concept de l'univers, vraiment le fait que y a cette faille sur laquelle le ranch de Joe est construit et qui génère toutes ces bizarreries. Et on savait pas s'il fallait qu'on construise notre histoire de façon à ce que ce soit le reveal de l'intrigue, en gros, que en fait c'était ça, ou si au contraire il fallait plutôt le révéler assez vite pour que le lecteur ait plus à se poser la question et qu'on puisse faire ce qu'on a envie dans cet univers. Et ça, c'est une amie scénariste professionnelle qui nous a aidés. J'ai des relations, qu'est-ce que vous voulez. Vraiment, on l'a vu, on en a discuté, et c'est elle qui nous a dit faites plutôt ça, révélez-le assez rapidement, et ensuite, dans votre univers, construisez des arcs narratifs que vous pourrez en faire autant que vous voulez, mais il faut que ce soit des arcs construits, mais dans cet univers dont le lecteur a toutes les clés presque dès le début. Finalement, c'est arrivé un peu tard dans le webcomic, mais les gens finissent quand même par le savoir. À l'heure actuelle, si vous êtes un lecteur, je ne vous ai pas tout spoilé, vous le savez. Voilà, mais donc du coup c'est pas le centre d'intérêt principal de l'histoire, c'est pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi, c'est qu'est-ce qui va se passer dans cet univers. Et aussi, elle nous a judicieusement fait remarquer qu'on n'était pas parti pour faire de la vraie comédie. Parce que moi, au début, je pensais vraiment à un truc très très comédie, très très absurde et tout ça. Elle nous a dit, avec ce personnage principal-là, qui est Joe, qui est un peu monolithique en fait, et qui est pas très moteur de l'action, et qui est pas très drôle en soi, faire de la comédie, ça va être compliqué. Donc, on est plutôt parti sur effectivement quelque chose de plus classique, plus aventure, voilà. Tout en gardant le ton léger, avec l'humour absurde qu'on aime bien. Oui. Voilà, en gros. Ok.
Donc maintenant qu'on vous a parlé de nos expériences respectives, on va essayer de débriefer tout ça, de vous donner à vous des conseils un peu plus concrets. Voilà. Ouais. Donc dis-nous, en général, comment on démarre une histoire? Alors, en général, on a une idée, une épiphanie, un truc, et ça peut être n'importe quoi. Un personnage, une ambiance, une scène, un concept, un truc. Une idée débile ou votre muse. On a un truc qui fait qu'on se dit, il faut en faire quelque chose. Je veux faire une histoire. Voilà. Et cette envie, cette idée, il faut l'étoffer et la structurer avant de pouvoir la montrer. Ouais. En fait. Et c'est évidemment là que ça devient difficile. C'est là que commence le travail. Voilà, donc accrochez-vous, ça va être long. Donc, pour étoffer l'idée, donc généralement c'est la phase de brainstorming que tu as pu évoquer, que toi tu fais avec Soyuz et que moi je fais toute seule dans ma tête ou en laissant passer beaucoup de temps en faisant 15 millions de listes. Donc à ce moment-là, on est un peu exalté et il faut surtout pas se censurer pour réussir à trouver la piste ou les pistes qui vont être intéressantes et il faut explorer plein de trucs. Ouais, ça va se faire par soustraction, il faut vraiment donner le plus de choses possible et ensuite trier, et c'est ce qu'on disait, même si vous écartez une idée de cette histoire-là, rien ne vous empêche d'en faire une autre histoire en fait. Oui, voilà, ça peut vous alimenter pour d'autres choses, et de toute façon, essayez de pas partir du principe que vous allez avoir la bonne idée dès le début. Peut-être que ça va être le cas, hein, mais faites-en plein avant de pouvoir vous rendre compte qu'en fait votre première idée c'était quand même la meilleure, parce qu'il y a quand même peu de chances que ça arrive. C'est ça. Et donc on crée pas ex nihilo non plus. Donc il faut que vous alimentiez vos brainstorming de vos expériences, de vos connaissances, de vos recherches, donc de vos inspirations. Vous pouvez vous dire aussi qu'est-ce que j'aime dans les histoires et qu'est-ce que je déteste absolument dans les histoires. Les trucs que vous voulez surtout pas mettre, ça peut être aussi intéressant. Enfin, moi par exemple, je déteste les scènes où le héros meurt et dit « Ah, tu diras que ceci, cela... » Enfin, un personnage meurt et c'est super dramatique, je trouve ça insupportable. Et donc c'est des choses où je dis « Jamais, il y aura ça dans le jeu. » Par exemple, voilà. Non, oui. Et donc vous pouvez vous faire des tableaux d'inspiration Pinterest par exemple, si vous avez envie pour ce genre de truc. Pour recentrer, vraiment, rassembler tout ce qui vous inspire. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'utiliser des mots pour faire des brainstorming, des trucs comme ça, n'hésitez pas à dessiner, à prendre votre temps, à faire autre chose. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai dit avec l'anecdote du comment j'ai trouvé le cheval débile. C'était juste un dessin, et en partant de ce dessin, je me suis dit, tiens, voilà, donc si les mots écrire, c'est pas vraiment votre truc, pensez en termes d'images. Les images que vous avez en tête, essayez de les dessiner, et ça va faire les pièces de votre puzzle, en fait. Et donc, une fois qu'on a tout ce petit gloubi-boulga d'idées éparpillées qui peuvent potentiellement devenir la bonne idée, qu'est-ce qu'on en fait ? On va structurer un petit peu. Donc, il faut avoir du recul critique, donc c'est ça, il faut prendre son temps, le temps de s'éloigner, pour revenir regarder avec un œil un peu neuf et se dire « mais en fait... c'était un peu pourri ce truc-là qui m'avait trop plu à l'époque. » Et donc là, c'est facile de trier ce genre d'éléments-là. Il faut pas hésiter à en parler à quelqu'un d'autre pour avoir ce regard neuf aussi qui va vous dire s'il y a des choses qui vont la gêner ou lui plaire et auxquelles vous n'auriez pas pensé, et peut-être que ça va vous gêner ou vous plaire aussi du coup. Il faut aussi peut-être éventuellement rajouter d'autres idées qui sont pas tout à fait celles que vous aviez eues au début pour voir si elles s'agencent mieux. Modifier certaines idées pour qu'elles soient pas tout à fait les mêmes, fusionner des idées entre elles, et rebelote, il faut toujours prendre du recul critique, prendre le temps de digérer tout ça pour y revenir et pour voir si ça commence à se stabiliser, s'il y a une ligne directrice qui commence à émerger. C'est pas facile, hein, on vous le cache pas. Donc voilà, le travail d'écriture, ça repose un peu sur un va-et-vient entre l'imagination, la créativité, la phase jardinier, c'est ça, et l'édition, la structure, la phase architecte. Alors, on peut avoir un profil qui est naturellement plus jardinier ou architecte, mais pour écrire une histoire, faut forcément faire un peu des deux. On vous recommande quand même d'essayer de juste doser entre le jardin et l'architecte. Du coup, comment est-ce qu'on va organiser ses idées, son écriture, et comment est-ce qu'on va choisir ce qu'il faut jeter et développer ? Déjà, vous avez normalement la phase où vous avez vu d'office, cette idée-là, elle était nulle, je m'en débarrasse, mais il y a plein d'autres idées pour lesquelles c'est beaucoup moins évident. Et donc, c'est là que repose toute la difficulté du travail d'écriture, en fait. Déjà, virer le plus de choses possible, c'est pas forcément ne pas être créatif, voire même la soustraction peut être source de créativité. Subtraction is creativity. Less is more. Donc, soyez un peu toujours prêt à remanier, supprimer et faire le deuil de certains morceaux de votre histoire,
si c'est au service de l'histoire globale, en fait. Qu'il n'y ait pas des choses qui viennent polluer. Faut chercher l'efficacité en fait. Ouais, alors, pour éditer sans scrupule, donc il y a le recul critique qui est indispensable, il y a le temps, et pour tout le reste, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qu'on va enlever ? On va enlever ce qui va nuire à l'histoire. Par exemple, ça peut être une scène que vous avez écrite, qui est super drôle, hilarante, mais pour qu'elle soit drôle, il faut que ce personnage-là, il soit hors personnage, out of character, qu'il fasse des choses qu'il fasse pas normalement. Ouais. Vous pouvez pas garder cette scène. Parce que les personnages évoluent aussi en fonction de la façon dont vous allez écrire. Vous avez écrit cette scène, mais vous en avez écrit d'autres où le personnage a plus une attitude de telle façon, et dans cette scène ça colle pas avec ce que vous avez écrit précédemment, ou qui doit précéder, ou qui doit suivre. Donc c'est comme ça qu'on définit un peu le out of character. Voilà, c'est ça. Comment, s'il fait un truc qui sort de son comportement normal, ça va pas marcher. Voilà. Ça va, même si la scène est drôle, ça va juste... déjà, pour vous, c'est dommage en tant qu'auteur, ça veut dire que vous avez raté un truc. Et pour le public, en fait, ça va juste gêner. On va être tellement focalisé, nous, public, sur le personnage qui fait des trucs qu'il devrait pas faire, qu'on va même pas profiter de l'humour de la scène. Donc il y a ça. Il y a aussi, s'il y a des éléments qui rallongent l'histoire sans bonne raison, déjà, ça vous fait du travail supplémentaire. N'oubliez pas que vous faites un webcomic. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui sont redondantes sans que ça ait une raison scénaristique valable ? Parce que pour des raisons de scénario, vous pouvez avoir besoin de faire des redondances, parce que ça peut avoir un besoin pour exprimer certaines choses. Mais si par exemple vous avez deux personnages qui sont trop similaires et qui ont quasiment le même rôle, et qu'en fait vous auriez besoin que d'un seul de ces personnages pour remplir cette fonction... Il y en a un qui est le maillon faible. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous infliger de créer deux personnages et... Enfin voilà... Donc, pensez ça en termes ça vous fait moins de travail en fait. C'est pas tellement vous devez faire le deuil de cette idée de ce personnage, ça vous fait moins de boulot. Oui, et vraiment, vous vous remercierez vous-même. C'est vrai, j'ai utilisé l'expression faire le deuil pour revenir un petit peu dans les brancards, mais en vrai, c'est pas un vrai deuil, puisque comme on vous disait, tout ce que vous avez créé, même si vous l'utilisez pas dans ce webcomic, ça existe toujours au moins dans votre tête. Peut-être que ça vous servira plus tard. C'est vrai. Donc c'est pas vraiment, c'est pas à vivre exactement comme un deuil. Et qu'est-ce qu'on va garder à contrario ? On va garder, déjà, qu'est-ce qui est important pour nous en tant qu'auteur ou autrice ? Ça va être ces scènes ou ces moments qui font vibrer notre cœur, les choses qui sont la clé, qui nous ont fait démarrer l'histoire au départ. Votre idée de base, quand même, c'est un peu celle qui vous tient le plus à cœur, a priori. Voilà. Et il y a des choses qui restent dans l'histoire. Voilà. Même, ça va rentrer un petit peu en contradiction avec ce qu'on disait juste avant, mais si vous avez une scène que vous attendez avec impatience de faire, mais qu'elle apporte peut-être pas grand chose à l'intrigue principale parce que ça va montrer juste un truc entre deux personnages random qui est trop mignon ou qui vous fait trop plaisir, peut-être ça va faire quelques pages de plus à dessiner, mais si ça vous tient vraiment à cœur, il faut pas l'enlever à ce moment-là. Ouais. La difficulté vient de réussir à comprendre à quel moment ça tient à cœur pour de bonnes raisons et ça ne nuit pas à l'histoire, et à quel moment ça tient à cœur parce que vous avez un peu d'ego mal placé, que vous vous dites non, je veux pas me débarrasser de ce truc qui est trop bien écrit, même si ça même si ça va pas dans le sens de mon histoire. Pas facile. Voilà, donc si ça va dans le sens de votre histoire et que vous êtes prêt à avoir la charge de travail supplémentaire que ça représente et que ça vous motive, ça va. Qu'est-ce qu'on garde aussi ? Évidemment, ce qui est indispensable à la compréhension de l'histoire et à l'évolution, à la compréhension des personnages. Bon, ça c'est la base. Et qu'est-ce qu'on peut modifier aussi ? Parce qu'il y a des choses qu'on va ni exactement enlever, ni exactement garder, mais qu'il va falloir modifier. Ça va être des scènes ou des personnages donc, qui peuvent être fusionnés parce qu'ils remplissent des fonctions plus ou moins similaires, ou qu'on se rend compte que deux scènes importantes pourraient n'en faire qu'une seule, et ce serait un moment d'autant plus important qu'il se passerait deux choses au lieu d'une seule. Ouais, en fait, plutôt que supprimer, fusionner, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça rendrait tel personnage plus important qu'il apparaisse plus tard ou plus tôt dans l'intrigue ? Est-ce que... dans quel ordre structurer vos scènes ? Oui, aussi, voilà, ouais. L'ordre des scènes, rien que ça, sans changer, sans enlever ni ajouter quoi que ce soit, changer l'ordre de votre narration et de vos scènes, ça peut avoir un impact incroyable. Ouais, parce que justement, ça va jouer sur l'ironie dramatique. Sur ce que c'est votre lecteur, ce que c'est pas votre personnage, etc. Ça peut être vraiment intéressant aussi. Voilà, donc qu'est-ce que vous gardez à l'esprit pour faire tout ce travail de suppression, de qu'est-ce que je garde et de qu'est-ce que je modifie, c'est quel est le but de mon histoire, quel est le but de mon personnage, quelle est ma ligne directrice. Et du coup, qu'est-ce qui ne découle pas de ma ligne directrice. Et en fait, une fois que vous aurez établi ça, c'est pas facile, hein, on dit pas que vous allez l'avoir de suite ou quoi que ce soit, mais une fois que vous aurez ça en tête, en fait, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple de faire des choix sur
qu'est-ce que vous faites avec votre scénario. Donc, En gros, faut être efficace, chercher à, avec le moins de pages, le moins d'écrits de scénario possible, en dire le plus possible. C'est ça. Et faites un petit tri à la Marie Kondo par-dessus, où vous vous dites « Does it spark joy ? Is it useful ?» Si ça répond bien à ces critères, donc est-ce que ça m'amène de la joie ? Est-ce que ça me fait pétiller ? Et est-ce que c'est utile ? Gardez-le dans votre scénario. Voilà. Donc la difficulté pour virer des trucs, ça va être votre pire ennemi, ça va être l'attachement émotionnel mal placé, qui est pas facile à identifier, mais c'est celui, en fait, souvent l'attachement émotionnel mal placé, ça va plus poser de problèmes que ça va en résoudre, ça va provoquer souvent des blocages, où ça va être, je refuse de supprimer cette chose qui gêne mon histoire, mais du coup, je sais pas comment continuer mon histoire, ou je me rends compte que ça fait un problème et qu'il faut que je fasse des trucs complètement tarabiscotés pour le résoudre. C'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un truc à supprimer probablement. Et c'est souvent une question d'orgueil, comme je disais tout à l'heure, où on est trop content d'un truc qu'on a fait, mais en fait malheureusement, il faut pas le garder. Et on sait que c'est pas facile de virer ce genre de truc. Courage, soyez fort. Ouais, vous pouvez le faire, on croit en vous. Mais en parallèle de ça, le plaisir, ça doit quand même rester le moteur principal de votre scénario. Parce que si votre scénario, au bout d'un moment, ça vous fait plus plaisir de bosser dessus, c'est que peut-être que vous êtes en train d'écrire une bonne histoire, mais c'est pas une histoire qui vous plaît. Ouais, ça c'est très important. C'est que il faut vraiment que ça vous plaise à vous, même si, comme tu dis, on peut avoir des bonnes idées, mais c'est pas l'idée qu'on a envie de faire en fait. C'est ça. Peut-être que je serais très bonne à écrire de la SF, mais j'aime pas trop les univers de SF. Donc j'ai pas envie d'explorer ça, et si je faisais un scénario de SF, je suis pas sûre que je prendrais beaucoup mon pied. Enfin, c'est un exemple un petit peu bancal, j'en ai conscience, mais c'est pour vous dire... il faut que vous arriviez à capter quel est le cœur de votre histoire, donc l'idée de départ, celle qui vous a fait vous motiver pour vous dire je vais écrire une histoire, et les petites idées, les enluminures qui viennent autour et qui peuvent aussi spark joy, mais en fait, ces enluminures-là, c'est pas le cœur. Donc, ça peut être des choses qui peuvent avoir l'air un peu excentriques ou originales, mais c'est pas l'originalité principale de votre webcomic qui va être le cœur de l'histoire. Donc, on vous conseille, avec tout ça, de vous focaliser un maximum sur l'efficacité et l'élagage, parce que le webcomic, c'est souvent long et ardu, donc épargnez-vous du taf. Et d'autant plus si c'est une histoire courte que vous racontez, vous auriez peut-être la tentation de vous dire « Oh, mais si c'est court, je vais pas avoir le temps de partir dans des arcs narratifs qui servent pas le propos principal de l'histoire. » Non, mais quand même, parce que si c'est une histoire courte, vous aurez quand même besoin d'aller droit au but. Vous ne mettez pas trop d'enluminure. Soyez sobre. Ouais. Et là, je vais vous donner un petit conseil que j'ai shippé au monde du jeu vidéo, que j'ai vu sur une chaîne YouTube qui s'appelle Ask Game Devs. Ça s'appelle Ask, A-S-K, Avoid Starting Kingdoms, entre parenthèses, Start with a House, donc évitez de commencer avec des royaumes, commencez avec une maison. Ça veut dire commencer petit et éventuellement bâtir au fur et à mesure sur une base une fois qu'elle est solide. Donc vous faites pour prendre un exemple très simple, avant d'écrire Le Seigneur des Anneaux, Tolkien a écrit Bilbo. Par exemple. En termes de webcomic, moi la façon dont je vois comment ça pourrait commencer, c'est vous avez votre premier chapitre ou votre premier petit arc ou votre votre démarrage, au lieu de voir ça comme ça va vraiment être mon prologue et ça va faire figurer de tout un univers plein de possibilités qui vont arriver, vous faites une mini-histoire juste pour tester et vous avez quand même suffisamment d'ouverture pour vous dire peut-être potentiellement il y aura autre chose derrière, mais quand même que vous ayez une structure un peu classique avec une espèce de fermeture à la fin pour si jamais que ça fasse un stand-alone en fait, un one-shot. Comme ça, vous avez quand même un truc fini qui est pas très long. Et ça peut être un bon point de départ. Donc vous aurez bâti une petite maison, elle est habitable, et si vous voulez, vous pouvez rajouter des extensions et la transformer en château plus tard. Plein d'étages. Exactement. Et surtout dans le cas du webcomic aussi, donc là on vous parle surtout de ce qui est histoire un peu classique, c'est-à-dire avec un début, une fin, quelque chose de fermé. Mais évidemment, c'est ce qu'on vous disait, il y a no rules en fait, vous pouvez tout à fait n'avoir aucune idée de structure, aucune idée de fin. Je veux dire, nous quand on a commencé le jeu, on savait pas du tout comment ça se terminerait.
Donc vous pouvez y aller quoi. En plus selon votre style, ça peut être aussi de la tranche de vie, ça peut être un peu un blog, des notes de blog, ou comme ce qu'on a fait avec Joe, vous pouvez aussi écrire page après page, il n'y a vraiment pas de règles. Donc si tout ça, ça vous bloque vraiment, c'est pas grave. Franchement, vous pouvez aussi tout à fait vous lancer dans le bain comme ça, et ça viendra au fur et à mesure. D'autant que si vous faites comme ça, vous aurez aussi le retour de votre lectorat, qui pourra vous dire, en fonction des retours, vous verrez déjà si on comprend bien ce que vous voulez dire, si les lecteurs comprennent pas complètement autre chose, si les lecteurs aiment plutôt telle ou telle chose, ça peut aussi vous donner des pistes et vous aider à finalement vous lancer dans ce qui sera la vraie histoire de votre webcomic, mais même si vous n'aviez pas spécialement cette idée-là au départ. Et puis vous avez le droit aussi de pas en fait vouloir faire une vraie histoire. Nous, à ce moment-là, on n'a pas vraiment de conseils à vous donner parce qu'on on fonctionne pas comme ça. Mais... Non, nous, on est plus sur des histoires classiques, mais il y a no rules, vraiment, allez-y, surprenez-nous. On vous attend. Alors, on va faire quand même un petit point vocabulaire pour vous donner quelques termes un peu techniques qui existent dans le scénario, des trucs un peu vraiment très très généraux qui sont utilisés dans tous les scénarios, pas spécialement du webcomic, mais voilà, en général, quand on écrit un scénario, on connaît ces termes-là. Donc déjà, vous avez la structure en 3 actes, qui est très classique, vous avez sans doute eu des cours là-dessus à l'école, au collège, voilà. Ouais. Donc c'est la structure qui consiste à faire un premier acte, exposition le personnage principal, qui est-il, dans quel univers vit-il, c'est quoi sa vie. Deuxième acte, complication, péripéties, il y a eu un élément déclencheur qui entraîne plein de choses. Plein de l'histoire en soi. Voilà, l'histoire en gros. Et dans le troisième acte, c'est le climax et la résolution, et on arrive à une situation finale. Donc ça, c'est pour une histoire fermée, très classique. C'est un schéma que vous pouvez suivre à peu près les yeux fermés si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ou que vous n'êtes pas sûr de vous. Ça marche, quoi. C'est comme la fourchette ou la roue, on n'a pas encore inventé mieux. Voilà, ça fonctionne toujours aussi bien. Vous avez le fusil de Tchekhov, qui est Tchekhov, je crois que c'était un théoricien du cinéma, non, quelque chose comme ça, ou un réalisateur. Bien, c'est un terme qui est surtout utilisé en cinéma. C'est un fusil de Tchekhov, c'est un élément. En fait, ça définit, ça veut dire que si vous montrez un élément dans votre histoire, cet élément doit avoir une utilité dans l'histoire. Vous pouvez rien montrer qui ne serve à rien. Ouais, le principe c'était que s'il y avait un plan sur un fusil au début d'un film, il fallait que le fusil serve à quelque chose dans l'histoire. Dans l'histoire, voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça a un petit peu ses limites, je trouve, parce que le fusil de Tchekhov, si on y est trop habitué, en fait, au bout d'un moment, les gens vont les repérer, en fait. Enfin, je trouve que, moi, personnellement, ça me fait ça, c'est que, on finit aussi par s'habituer à ce système-là et se dire « Ah bah oui, il va se passer ça parce qu'on m'a montré ça. » Donc, attention. Alors, j'ai un contre-exemple un contre-fusil de Tchekhov qui vient en tête, et je suis désolée, je vais spoiler un film pour ça. Alors, spoiler alert. Le film que je vais spoiler, c'est Slither. Et il est pas très connu. Jamais entendu parler. C'est un film avec une invasion d'extraterrestres dégueulasses. Et en fait, donc le principe du film, je crois que c'est un peu dans mes souvenirs, c'était un peu une parodie. Enfin, je sais plus trop. En tout cas, c'était comique. Le principe, c'est que tout le long du film, on nous parle du fait qu'il y a une grenade quelque part. Et je crois je sais plus si elle est gardée dans la station de police ou quoi que ce soit. Et du coup, ça devient évident qu'à un moment, pour se débarrasser des extraterrestres, il va falloir utiliser la grenade. Et enfin, les héros, vers la fin, au moment du climax, ils sont armés. Il y a le mec qui a sa grenade, qui la lance, et en fait, la grenade rebondit et atterrit dans la piscine et explose dans la piscine et n'a aucun effet. C'est génial. Et c'était tellement drôle. J'ai retenu quasiment que ça de ce film, mais ça m'a fait beaucoup rire. Donc vous pouvez aussi jouer sur ce code-là, ouais. Ouais, voilà, c'est prendre un contre-pied. Les codes, mais n'importe quel code en fait, oui, en fait qui existe, n'importe quel code, n'importe quelle structure, peuvent être prises à contre-pied pour un effet comique ou dramatique. Mais pour ceci faire, il faut les connaître. Exactement. En premier lieu. Continue donc. Donc, après le fusil de Tchekhov, on a le MacGuffin, ça c'est un terme de Hitchcockien. Oui. Le MacGuffin, c'est un élément scénaristique qui va être moteur de votre scénario, mais en fait, concrètement, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Ça peut être n'importe quoi. C'est le butin du hold-up par exemple, où ils vont voler un truc super important et tout le film, toute l'histoire, ça va être essayer de les arrêter, de récupérer cette chose super importante, mais la chose super importante en soi, on se fiche de ce que c'est. Oui, ça peut être littéralement un MacGuffin. Il pourrait peut-être y avoir une crotte de chien dans le sac des braqueurs en fait. En gros, l'objectif de l'intrigue, ça va être un truc, ça va pas être important en soi, ce qui est important c'est ce que ça déclenche en fait. Ensuite on a le Deus Ex Machina, donc ça c'est un terme qui vient du théâtre, parce que ça désignait une machinerie qui servait à faire apparaître des figures sur scène.
Et le Deus Ex Machina de nos jours, c'est utilisé pour désigner une solution scénaristique un petit peu facile. Sortie de nulle part. Un petit peu sortie de nulle part, voilà. C'est-à-dire qu'il y a voilà, c'est une situation vraiment désespérée, les héros sont vraiment sur le point de tous mourir, ou le monde va exploser, et tout d'un coup, hop, un élément qui sort de nulle part, complètement magique et surpuissant, règle toute la situation. On appelle ça un Deus Ex Machina, donc c'est plutôt péjoratif, mais rien ne vous empêche de l'utiliser à bon escient. Ouais. Juste si on a quelque chose, si ça sert un propos, j'arrive pas à trouver d'exemple, ça peut être très bien, mais généralement, ça démontre plutôt que les scénaristes avaient plus d'idées. Voilà. Et du coup, ça doit être très très difficile d'utiliser un Deus Ex Machina correctement. Ouais, c'est vrai. Vous avez ce qu'on appelle le in medias res, donc ça c'est une façon de commencer une histoire, littéralement en latin ça veut dire au milieu de la chose, c'est-à-dire commencer une histoire en pleine action, ce que tu as fait sur Frankenfries en fait. C'est comme ça que j'aime bien commencer toutes mes histoires en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer de manière classique, genre on montre le personnage principal dans son environnement familier, sa petite vie, sa petite routine, sa situation initiale, on montre tout de suite, il est poursuivi par des extraterrestres ou que sais-je, c'est ce qu'on appelle in medias res. Je trouve que ça happe bien les lecteurs. Ouais, c'est vrai. Après, c'est moi aussi, à la fois en tant qu'autrice et en tant que lectrice, j'aime beaucoup ça. C'est juste qu'il faut arriver à le soutenir derrière, quoi. Ouais. Faut pas que ça retombe trop vite. Le climax, donc c'est un terme aussi très important, c'est vraiment le moment qui va qui va précéder la résolution de votre intrigue, c'est le moment où la tension dramatique est à son comble, c'est vraiment la grosse bagarre entre les gentils et les méchants, c'est le moment où tout va se résoudre. C'est le moment où les tensions internes peuvent atteindre leur comble et le personnage principal va devoir faire un choix ou alors il va exploser de colère ou quelque chose. La tension c'est bâti jusque là. C'est ça, c'est vraiment le point d'orgue de votre histoire. Et le basculement qui en résulte est définitif en fait. Ouais. Vous avez l'ironie dramatique, ça c'est un concept très intéressant, c'est vraiment important de l'avoir en tête, ça concerne les informations que vous donnez à votre lecteur ou spectateur par rapport aux informations dont disposent vos personnages. Et en gros, du coup, si votre lecteur ou votre spectateur a plus d'informations que le personnage, du coup il va se poser la question comment le personnage va finir par savoir ce qu'il ignore. Et du coup ça peut aussi entretenir le fait que les lecteurs ont envie de savoir, voilà, au lieu de qu'est-ce qui va se passer, c'est comment le personnage va découvrir. Et inversement, vous pouvez aussi choisir de complètement perdre votre lecteur, de lui donner aucune information, et c'est les personnages qui savent tout. Ouais, et du coup, ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est que le lecteur va avoir des choses qui vont avoir l'air un peu incohérentes de la part du personnage, il va se dire « mais qu'est-ce qu'il sait que je sais pas, pourquoi il agit comme ça ?» Et c'est comme ça qu'on bâtit aussi des suppositions qui peuvent être un peu divertissantes. Que de moyens de manipuler votre lecteur. Faut être un peu pervers quand on est auteur. Et enfin, on va le quatrième mur, qui est une notion que j'aime bien. C'est pas exhaustif du tout cette liste, hein. On a pris juste des termes qu'on aimait bien et qu'on sait vous expliquer, hein, parce qu'on n'est pas non plus des encyclopédies. Le quatrième mur, c'est la distance qui sépare les personnages du lecteur. C'est-à-dire, les personnages, a priori, ils pensent qu'ils sont des personnages dans une histoire, qui vivent, pour eux, leur réalité, c'est l'histoire dans laquelle ils sont. Même pas qu'ils sont des personnages. Ils pensent pas qu'ils sont des personnages. Et le quatrième mur, c'est quand un personnage, tout d'un coup, va par exemple s'adresser au spectateur ou au lecteur, en lui disant mais pourquoi tu me regardes, voilà, qui va se révéler être un personnage de fiction. C'est le moment où dans la fiction on nous montre qu'on est dans une fiction. Donc il y a un personnage qui est très célèbre pour ça, c'est Deadpool, évidemment, qui dit souvent au lecteur moi je suis un personnage de BD et aujourd'hui on est en page temps du comics, quoi. Tu crois que ça va me prendre combien de cases pour lui casser la tête, ce genre de choses. Et donc c'est souvent utilisé à des effets à des fins comiques. Et moi c'est vrai que c'est un procédé que j'aime bien. Et on dit dans ce cas-là briser le quatrième mur, et toutes les histoires qui reposent là-dessus, on appelle ça des histoires méta, au-delà. Là, je trouve que quand ça utilisé à bon escient, c'est génial, mais il y a eu ces dernières années, il y a eu beaucoup de médias qui en font usage, et du coup ça devient... un peu éculé, c'est comme tout, quoi. Enfin éculé. Ouais. Ça fait longtemps que c'est éculé en fait, mais c'est juste qu'en ce moment précisément, il y en a vraiment beaucoup partout. Après c'est pas forcément un mal, mais c'est juste une réflexion comme ça. Donc maintenant qu'on vous a bien saoulé avec tout notre point vocabulaire... Vous allez avoir un contrôle, sortez ouais, voilà, attention, il y a une interro à la fin de ce podcast. Donc il y a, à ton avis, à quel moment l'histoire est suffisamment avancée pour que on puisse commencer le webcomic à proprement parler? Mais quand tu veux, frère. No rules. Non. Bon, ça c'est la version courte, en fait, c'est quand vous le sentez, quand vous en avez envie. Mais la version longue, évidemment, elle est pas si simple. Donc, on y va, hein, c'est parti pour la version longue. Il y a plusieurs possibilités selon les spécificités à la fois de votre webcomic et selon vos spécificités à vous. Donc, par exemple, est-ce que vous êtes une personne perfectionniste qui aurait tendance, si elle s'écoutait, à écrire pendant 10 ans sans jamais passer au reste de son webcomic ?
vous arrêtez tout de suite d'écrire et vous faites vos sketchs, s'il vous plaît. On vous colle out, Ouais, on non. est là pour ça. Ou est-ce que au contraire vous êtes quelqu'un qui a envie de s'améliorer en scénario mais qui a jusqu'à présent a trop envie de passer à la suite? Jugulez-vous un petit peu. Si le scénario est important pour vous, prenez davantage de temps pour y réfléchir. Et si vous avez par exemple dans le cas d'une histoire courte ou d'une histoire dont vous connaîtriez déjà la fin et vous savez que vous voulez avoir une structure très structurée, je sais pas comment dire ça autrement, si vous avez envie de faire vraiment gaffe à votre scénario, je dirais à l'estime au moins 50% de son histoire de stable dans votre tête, c'est pas mal. C'est un bon chiffre. Peut-être 50-60%, ça dépend un peu de vous aussi. 50% et les points clés en gros. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, c'est un peu dur à estimer, donc peut-être c'est plus important c'est plus pertinent plutôt que d'essayer de faire des estimations statistiques sur des trucs qui sont absolument impossibles à quantifier. Tout à fait. De se concentrer sur les points importants comme je fais moi. Et donc d'avoir... Faites comme IA, c'est bien. Non, d'avoir vos scènes clés qui sont un peu plus précises et de bosser là-dessus en fait, de bosser sur les points de basculement, de bosser sur le développement de vos personnages, sur les dynamiques qui vont les animer et qui vont animer l'intrigue, pour savoir dans quelle direction les emmener. Donc les points d'articulation de l'intrigue, le climax, puisque le climax c'est le gros point de basculement, peut-être même plus important que le dénouement finalement, parce que le dénouement on peut choisir de le traiter de plusieurs façons différentes à partir du même climax. Donc soignez le début et la fin ou le début et le climax, et après être un peu plus en roue libre entre chaque point important de l'histoire. Tant que vous avez votre ligne directrice et vos points d'accroche comme ça. Soit ça, soit avoir votre univers défini. Par exemple dans le cas de Joe où on n'avait pas un début, une histoire, on connaissait les règles de l'univers. C'est-à-dire le principe c'est Joe a son ranch avec ses vaches spéciales parce que si. Et partant de là, on peut faire ce qu'on veut, mais nos règles c'est ça. C'est ça, et ça marche bien pour si vous avez envie de pas vous donner que vous n'avez pas une histoire hyper structurée en tête, mais que vous avez envie de tester plein de trucs à partir des mêmes règles. En gros, définir une matrice qui vous permet de faire après ce que vous voulez. Donc prévoir la situation de l'histoire et des personnages à un point A et un point B en soignant le point A et le point B, mais en se laissant plus en roue libre entre les deux points. Et si vous avez une vision claire par exemple du point A et du point C, mais que clairement il manque un point B, à ce moment-là, faut pas faire votre découpage, faut pas passer au dessin de suite, parce que s'il manque clairement quelque chose entre le point A et le point C, écrivez votre point B. Sinon vous faites des pages blanches, l'auteur vous demande de vous prie de l'excuser. Non mais vous écrivez votre point B, et c'est important que vous fassiez cette écriture-là avant de passer à la suite, parce que en écrivant votre point B, vous pourrez peut-être être amené à revoir le point A et le point C, ou à vous dire en fait il me faut encore un point. Et du coup, si vous aviez commencé votre découpage avant... au point G comme ça, tu sais, hier. Je n'y allais pas. Ok. Pardon. Non, mais si vous aviez déjà commencé votre découpage et que ensuite vous vous rendez compte, merde, il me manque un truc, ça risque de provoquer un blocage chez vous aussi. Et ça, ce serait dommage, en fait, d'abandonner votre webcomic sur ce genre de choses. Sinon, un autre truc un peu plus concret pour vous aider à vous dire je suis prêt à lancer la production de mon webcomic, c'est le moment où vous êtes capable de le pitcher en une seule phrase, ou un minimum quoi. C'est-à-dire d'expliquer très simplement, de façon nette, qui va droit au but, de quoi vous parlez, quelle est l'histoire. Et à partir du moment où vous êtes capable de faire ça, en fait, ça veut dire que votre ligne directrice, elle est claire dans votre tête, et cette phrase, ce petit pitch, n'hésitez pas à le noter sur un post-it et à l'avoir toujours en face de vous quand vous travaillez sur votre écriture, parce que comme ça vous aidera à vous dire, c'est ça que je fais, et je n'en sors pas. Voilà, mais n'oubliez pas aussi que vous faites un webcomic, donc ça va évoluer aussi au cours de route, vous allez développer votre technique, ça va être empirique aussi. Donc vous mettez pas trop non plus la pression en amont, lancez-vous, c'est le plus important. C'est ça, en fait, tous les conseils qu'on vous donne là, s'ils vous plaisent, vous les prenez, s'ils vous parlent pas, vous les prenez pas, et de toute façon... Mais dans tous les cas, lancez-vous. C'est ça. Piochez ce qui vous parle, et pour le reste, travaillez, hein. Allez, au travail. Avec tout ce qu'on vous a dit, on a plutôt développé ce qui était tout structure classique. Ouais. Mais il y a des méthodes d'écriture alternatives qui permettent de... Qui vous donneront d'autres pistes que celles qu'on vous a données. Ouais, voilà, donc
On les connaît pas toutes du tout. Enfin, moi je suis très classique, je crois, je l'ai bien exprimé dans mon approche. Mais il y en a quand même une dont je peux un peu vous parler, c'est la méthode du cadran, ou the quadrant method en anglais. Donc pour ça, on se base sur un article de Robert Wood qui décrit la méthode développée, ou qu'il a juste décrite lui-même, je sais plus, Dan Harmon, qui est l'un des scénaristes de Rick and Morty, de Community. Et donc, cette méthode, elle est assez visuelle, donc ça peut potentiellement plaire à ceux d'entre vous qui ne sont pas à l'aise avec l'écriture. N'hésitez pas à prendre un crayon et une feuille de papier pendant que je vous explique et à tester vous-même. Donc vous faites un rond, et vous coupez votre rond en deux. Sur la gauche du rond, vous marquez une idée, et sur la droite du rond, vous marquez une idée un peu opposée. Donc par exemple, je sais pas, des dragons gentils et des dragons méchants. Vous coupez de nouveau votre cadran en deux, horizontalement cette fois, et vous développez un petit peu avec autre chose. Les antagonistes des dragons, ça pourrait être des humains gentils et des humains méchants. Et donc vous avez comme ça un cadran où vous avez des diagonales qui se répondent un peu avec des méchants, des gentils et des dragons, des humains. Et en fait, la méthode du cadran, ça consiste à dire on part d'une situation et on fait un cercle pour revenir à la situation initiale, en passant par chaque étape. Donc là, l'exemple que j'ai donné, il est peut-être un peu... il est pas terrible, mais ce qui est intéressant avec cette méthode du cadran, c'est que si vous faites à la première étape un truc où vous vous dites « ouais, mais en fait, il n'y a que les dragons gentils et les humains méchants qui me parlent » ou inversement, bah vous pouvez sélectionner et vous refaites des cercles comme ça en mettant des opposés jusqu'à ce que vous obteniez un cadran composé de 4 éléments qui vous parlent. Et il n'y a pas de règle non plus en la matière, vous n'êtes pas obligé de faire un tour complet, vous pouvez vous arrêter à trois quarts, voilà, ouais, c'est ça, aux 3 quarts du cadran, et à avoir, en fait, à ne pas faire une structure en cercle, mais une structure qui s'arrête à une autre étape. Et donc, ce sera probablement plus simple à comprendre en voyant l'article de Robert Wood, qu'on va vous linker, mais... oui, c'est intéressant, voilà. C'est une autre approche. C'est ça, c'est une autre approche, donc l'idée est là, et si vous-même vous trouvez des approches plus visuelles ou autres qui vous parlent plus, ben, franchement n'hésitez pas à vous en servir, il n'y a pas de règle. No rules, encore une fois. Et ceci étant dit, maintenant vous allez probablement vous poser cette question, est-ce que ce que j'écris, est-ce que mon scénario il est bien ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un webcomic dessus ? Eh bien, podcast a la réponse. Alors, asseyez-vous confortablement. En toute humilité, on a la réponse. Tout à fait. Donc, comme disait je sais plus qui, tout a déjà été écrit. Donc votre histoire n'est pas bonne. Je vous le dis, voilà. Arrêtez tout de suite d'y penser. Arrêtez, c'est fini. Éteignez le podcast, arrêtez de faire de la voilà, non, en fait c'est plus compliqué que ça. Votre histoire, elle a pas à être bonne ou à être mauvaise. Juste, elle existe et c'est tout. En fait, déjà, sachez une chose, donc j'ai un certain âge, et je peux vous le dire, du haut de mes 35 ans, le rapport à la fiction, il évolue tout au long de votre vie. Donc je sais pas quel âge vous avez, mais ce qui vous paraît original aujourd'hui, ou super, ou génial, ou vraiment vous avez jamais rien vu de tel, et ben dans 10 ans, peut-être bien que vous trouverez ça complètement éculé, que ça vous intéressera plus du tout ce genre d'histoire, ou peut-être même que dans 10 ans, vous vous rendrez compte que cette histoire qui vous a tellement marqué à cette époque-là, c'était un truc, une adaptation d'un mythe séculaire qui existe depuis des millénaires dans une culture que vous ignoriez. Pensez à ce que vous aimiez quand vous étiez adolescent, souffrez un petit peu, voilà. Et maintenant repensez à ce que vous aimez à l'heure actuelle et à la différence qu'il y a entre... Totalement, voilà. Ça déjà, ça évolue, donc déjà, il n'y a pas de réponse absolue, c'est-à-dire qu'une histoire, elle peut être bonne parce que vous la lisez à un âge où vous la trouvez bonne et 2 ans plus tard, vous l'aimez plus. Et surtout, l'appréciation bon ou mauvais par rapport à une histoire, c'est pas à vous d'en décider. C'est vos lecteurs qui vont le décider. Et spoiler alerte, il y en aura pour dire que c'est bien, il y en aura pour dire que c'est pas bien, il y en aura qui n'en auront rien à faire. Et ça, il faut que vous en soyez très conscients. Je veux dire, même en tant que nous-mêmes lecteurs, consommateurs d'histoire, on a tous en tête une histoire qu'on trouve... incroyable et une histoire qu'on trouve indéfendable, mais vraiment moi je peux vous faire un TED Talk sur l'histoire de tel film ou de tel livre que je trouve vraiment mais improbablement nul, et je peux vous donner des arguments par A plus B, etc. Ça changera absolument rien au fait qu'il y a des gens qui ont vu la même histoire et qui l'ont appréciée, qui l'ont reçue d'une autre façon,
qui leur a procuré des émotions qu'ils ont appréciées, et voilà, et c'est tout, il faut accepter cet état de fait. Il n'y a absolument aucune objectivité dans l'appréciation des histoires. Donc ça peut être un petit peu douloureux à entendre, mais la contrepartie c'est que du coup vous pouvez faire ce que vous voulez. Vraiment, je pars en connaissance de cause, je me suis très longtemps interdit de faire beaucoup de choses parce que je me disais c'est pas assez bien, c'est pas assez original, ça a déjà été fait, pourquoi le faire si ça a déjà été fait. Et ben c'est vraiment un très mauvais argument. Si la seule motivation pour écrire une histoire, c'est si vous avez envie de l'écrire. Si vous avez envie de l'écrire, elle a besoin d'exister, donc faites-le. Et en fait, finalement, c'est moins difficile, ça va être moins difficile pour vous d'écrire vraiment cette histoire que de vous décider, de vous autoriser à l'écrire, de vous dire vraiment, lâchez vraiment toute cette question d'orgueil, de est-ce que ça doit être vraiment bien, ça doit être original et ceci. Vraiment, vous vous encombrez avec ça. Vous n'en avez pas besoin dans votre vie, c'est déjà compliqué la vie. Donc, vraiment, vous n'avez pas le droit de vous s'auto-censurer. Nous vous interdisons, podcast, prend position, et vous interdit catégoriquement de vous auto-censurer. Il est interdit d'interdire. Voilà, exactement, 68. Le podcast anarchiste. Ouais, on est en mai en plus. Totalement, voilà, mai 2019, voilà. Donc, voilà, podcast vous signe le papier qui vous autorise à écrire l'histoire que vous avez envie d'écrire, quel que soit son contenu, quel que soit ce que... Voilà, allez-y, vous pouvez y aller. On vous garantit pas qu'on aimera votre histoire, mais vous avez le droit de l'écrire si vous avez envie de l'écrire. Donc, on va passer à la conclusion de ce copieux épisode. Les gars, l'écriture, c'est quand même un petit chouïa important. Un petit peu. Ah, voilà, on va quand même être clair là-dessus. Parce que, mine de rien... En fait, l'engagement de vos lecteurs et votre engagement à vous, quelque part aussi, ça va se faire sur votre histoire. Ouais, c'est vraiment votre histoire. Autant, si vous avez un très beau dessin, ça va peut-être plus facilement attirer le lecteur. Au départ, mais ce qui va vraiment le faire rester, c'est l'histoire. Ouais. Et le bouche à oreille, parfois, si vous êtes chanceux et qu'il y a suffisamment de gens pour lire votre histoire, va pouvoir amener des gens qui n'auraient pas été attirés par votre dessin au départ à lire aussi. Donc, voilà, on sait aussi que offrir une histoire au monde, écrire une histoire, c'est beaucoup s'exposer soi-même, c'est dévoiler une part importante de soi, une part de son intimité, et c'est pas facile, mais c'est... Donc c'est normal d'avoir peur du jugement, en fait. Donc c'est normal, mais il faut quand même rassurez-vous, votre histoire, ce n'est pas vous-même. Donc c'est ce qu'on vous disait, les gens vont vous juger, vous pourrez pas empêcher les gens de vous juger, mais soyez bien clairs, les gens vont juger plutôt votre histoire, et même si ça peut paraître des fois comme un jugement personnel, on peut avoir envie de le prendre personnellement. Ouais, ça peut faire mal, hein. Ça peut faire mal, mais rappelez-vous que les gens, c'est pas vous qui jugent, les gens, ils veulent des opinions. Les gens veulent avoir, même moi, je veux avoir mes opinions sur ce que je reçois, mais les personnes en face de moi, en fait, vraiment, je m'en fiche. Vraiment. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est pas parce que j'aime telle histoire ou que j'aime pas telle histoire que je considère que les gens qui ont écrit cette histoire, je les aime pas. Enfin, voilà, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais. Donc, encore une fois, rappelez-vous, on écrit des histoires, on ne fait pas de la chirurgie cardiovasculaire. Personne ne va mourir si votre histoire a des défauts, on va le dire. Donc, vraiment, le jugement des autres, vous pouvez... Vous l'enveloppez dans un mouchoir et vous l'angez dans votre poche. Voilà, c'est ça. Ouais. Ou dans un autre endroit dont la décence nous interdit de parler. Une poubelle. Une poubelle, bien sûr. Bien sûr. En fin de compte, l'écriture, c'est la base. La structure de l'histoire, c'est la base. Donc il faut y faire attention. Mais ne restez pas bloqué dessus indéfiniment non plus aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il vaut mieux quand même un webcomic avec un scénar un petit peu bancal qu'un webcomic qui n'existera jamais parce que vous aurez jamais terminé d'écrire votre histoire. Si le jugement des autres vous bloque, si vous voulez faire la meilleure histoire du monde, si ceci, si cela, essayez de mettre ça de côté, quoi. Et faites votre histoire. Faites les choses. Et de toute façon, pensez aussi que c'est pas parce que... c'est même quand on dessine, hein, il y a des parties du dessin, elles seront pas terribles, mais il y en aura d'autres qui seront bien, et ce qui compte, c'est l'ensemble, en fait. C'est vraiment... donc, voilà. Lancez-vous. Podcast vous encourage. Allez, les petits. Allez, on attend vos histoires. Ça va bien se passer. Bon, on va passer à la recommandation de webcomic. Jackpot, qu'est-ce qu'on lit cette semaine ? Alors cette semaine, je vous recommande de lire Borderline de Edward, qui est un petit webcomic qui est terminé à l'heure actuelle, c'est une histoire complète. C'est des petits strips qui racontent des tranches de vie, et ces tranches de vie sont basées sur la relation entre Samuel et Candice, deux jeunes gens un petit peu paumés.
Et donc on va faire un petit bout de chemin avec eux et voir un peu leur évolution, et c'est très touchant. Vraiment, j'aime beaucoup Édouard, c'est un auteur que je connais personnellement et que j'ai rencontré dans le Fanzina aussi. Et qui a vraiment une façon qui décrit ses personnages de manière très touchante, ça véhicule beaucoup d'émotions. Et vraiment, je recommande Borderline, qui est une très très bonne histoire, qui se lit bien et qui est touchante, on s'attache tout de suite au personnage, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Eh ben super, merci beaucoup, on ira lire ça. C'est donc la fin de cet épisode de podcast, merci de l'avoir écouté. Et n'hésitez pas à nous laisser commentaires, likes, partages, etc. Abonnez-vous. Vous connaissez la chanson. Et on se retrouve bientôt dans le prochain épisode de podcast qui portera sur le thème les personnages et l'univers, qui sera donc un épisode un peu en binôme avec celui-ci. Exactement, puisque on n'avait pas assez de place, on s'est dit on va pas vous faire un podcast de 2 heures, on va vous faire 2 podcasts de 3 heures. Ça sera mieux. Puisque malgré tout, l'univers et surtout les personnages, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, c'est une énorme partie de qu'est-ce que c'est qu'écrire une histoire. Voilà. Eh bien, à bientôt. Au revoir.